Donc, vous allez avoir un message qui va vous demander si vous êtes en accord avec le fait que ce soit enregistré. Encore une fois, là, si vous ne voulez pas, vous pouvez toujours là, juste poser vos questions par chat. On ne veut pas exclure personne ici. Donc, juste de répondre, continuer. Puis après ça, vous allez voir en haut à gauche un petit symbole, un cercle rouge avec un nuage qui est marqué enregistrement. Donc, ça va être parti de ce côté-là. Alexandre aussi nous fait dire là, que son vidéo est disponible sur YouTube. Donc, si vous voulez le réécouter, le partager avec des personnes de leur entourage, c'est possible. Je pense que je peux vous le partager même un instant. Je vais l'avoir juste ici. Donc, juste ici. Sinon, ben, on passe avec la présentation là, de Charles, qui cette fois-ci va nous parler là, de la physique des pièces de monnaie qui tombent de très très haut. Donc, je te laisse la parole, Charles. Et... Ok, attends, je vais juste partager. J'espère que tout fonctionne bien. Oui. Pas de stress, hein? Ouais, c'est rien de même. OK. Donc, bon, parfait. Okay. OK. Donc, ben, bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Charles Namant. J'enseigne en physique au cégep, en fait, au cégep de Saint-Hyacinthe et au cégep de Sherbrooke, les deux. Puis, ma présentation aujourd'hui porte sur les pièces de monnaie et notamment est-ce qu'il faut les craindre ou non. Donc, celle-ci est assez imposante. Là. Bon, est-ce qu'il faut les craindre ou non? Bon, il faut aussi identifier le contexte. Là. Donc, l'idée, c'est... bon, là, j'ai mis une autre blague. J'avoue que peut-être mon humour n'est pas aussi fin là, que celui de la présentation précédente avec tous les chapeaux. J'ai pas plein de chapeaux comme ça. Mais la question, c'est donc, si on laisse tomber des pièces de monnaie d'une altitude assez élevée, par exemple de l'Empire State Building qui a 340 mètres d'altitude, 380 mètres d'altitude, je laisse tomber des pièces de monnaie ou même quelqu'un qui sauterait en parachute qui laissait tomber une pièce de monnaie à 13 000 mètres d'altitude, ben, est-ce que c'est menaçant pour une personne qui est au sol sous justement l'Empire State Building ou est-ce que les personnes au sol pourraient éventuellement continuer à marcher comme si de rien n'était en faisant fi complètement de la menace des dizaines de pièces de monnaie qui vont leur tomber dessus? Donc, c'est qui a raison finalement? Est-ce que c'est eux ou est-ce que c'est lui? Est-ce que la crainte devrait gagner ou non? OK. Donc, ben, dans cette présentation-là, on va parler de différentes choses. OK, je vais essayer de vraiment vulgariser un peu la physique de la chose pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe, comprendre les explications. Donc, on va parler de force gravitationnelle, de force de traînée, de vitesse limite, associée aussi à la chute libre. Donc, par la suite, on va pouvoir peut-être répondre à la question puis noter nos conclusions par rapport à ça. Bon, la force gravitationnelle nous vient de Newton là, au 17e siècle, okay, qui est un des plus grands physiciens en fait, de l'histoire. Certains disent que c'est le plus grand. Bon, il y a Einstein aussi, etc. Lui, en fait, il a défini la force gravitationnelle. Puis ce qu'il dit, c'est que si j'ai deux masses, une plus grande puis une plus petite, par exemple grand M, petit m, ben, ces deux masses-là vont s'attirer. Donc, la masse de droite va être attirée par la gauche par la grosse masse, puis la masse de gauche va aussi être attirée par la droite comme ça. Puis la grandeur de cette force-là qui les unit, finalement, si on veut, est proportionnelle, en fait, aux deux masses multipliées et inversement proportionnelle à la distance au carré. Donc, plus qu'on est proche d'une masse, plus qu'elle nous attire fortement. Plus que la masse est grande, plus qu'elle nous attire aussi. Puis près de la surface de la Terre, en fait, on peut simplifier ce truc-là ici. Okay? Puis utiliser le fait que Newton identifie, c'est-à-dire que par sa deuxième loi, là, si on ressent une force, mais on va avoir une accélération en fait, qui va être proportionnelle à cette force-là et inversement proportionnelle à notre masse. Ce qui fait en sorte que quand on part de cette équation-là, puis on remplace des petits paramètres de la planète Terre, donc notamment sa masse et son rayon, ben on trouve une équation qui ressemble à ça, qui définit notre accélération gravitationnelle d'un corps qui possède une certaine masse près de la surface de la Terre, va accélérer à 9,81 mètres par seconde carré. Puis ça, en fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est 9,81 mètres par seconde à chaque seconde. Donc, c'est pour ça qu'il y a un seconde carré.
Puis, on peut le transformer en kilomètre-heure pour avoir peut-être une petite intuition plus précise de ce que ça représente. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'en chute libre, un corps, à chaque seconde, en fait, sa vitesse va augmenter de 9,81 mètres par seconde. Ou si je transforme en kilomètre-heure, c'est à peu près 35 km/h. Donc, si je tombe pendant une seconde, bien, après une seconde, je vais à 35 km/h. Après 2 secondes, je vais à 70. Après 3 secondes de chute, je vais à 105 km/h, et etc. Donc, on augmente de 35 km/h à chaque seconde. Je poursuis. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est en fait un travail qu'on peut faire avec cette mécanique-là de Newton, ces équations. On peut s'amuser à, par exemple, estimer la hauteur de quelque chose à partir du temps de chute. Donc, j'imagine que plusieurs se sont déjà amusés à cracher en bas d'un pont puis calculer combien de temps ça prend avant de frapper l'eau, par exemple. Bien, avec la mécanique de Newton, on peut estimer la hauteur à partir de ce temps-là. Donc, si quelque chose tombe pendant à peu près une seconde, bien, la chute est d'à peu près 5 mètres. L'équation, c'est donc la hauteur, c'est 5 fois le temps de chute au carré. Donc, après une seconde de chute, bien, finalement, on est tombé de 5 mètres. Si je note une chute d'à peu près 2 secondes, c'est en fait 20 mètres de haut. 3 secondes de chute, bien, on est tombé de 45 mètres de haut, puis etc. Ici, j'avais une petite démonstration vidéo de quelqu'un qui saute d'un plongeon de 5 mètres, puis ben, ça donne justement une seconde de chute. Donc, si vous observez quelqu'un qui saute du plongeon de 5 mètres, vous allez observer finalement que c'est bien cette durée-là de temps de chute. Je vais juste ajuster les petits détails techniques. OK, comme ça, c'est pas pire. OK, bon, là, c'est bon. Parfait. Il y a d'autres petits calculs qu'on peut s'amuser à faire, notamment peut-être un calcul qui peut nous intéresser plus précisément, soit la vitesse finale d'impact au sol à partir d'une certaine hauteur de chute. Donc, cette équation-là, je l'ai simplifiée encore une fois. Okay? Ça dépend donc de la hauteur de chute H que j'ai mis en mètres. Puis la vitesse finale, quand on va frapper le sol, c'est à peu près 16 fois racine de H. Puis ça, c'est converti en km/h. Ce qui fait que si je tombe de 1 mètre, bien, je vais frapper la surface à 16 km/h. Si je laisse tomber une balle de 1 mètre de haut, elle devrait frapper ma main à peu près à 16 km/h. Si on tombe de 5 mètres, comme la personne qui est tombée du plongeon plus tôt, elle devrait frapper l'eau à peu près à 36 km/h. Et on peut continuer ce travail-là tranquillement avec 9 mètres, ça fait 48 km/h. OK, qu'est-ce qui se passe si on regarde de l'Empire State Building, qui est 380 mètres? Bien là, c'est 312 km/h. Donc, une pièce de monnaie qui arrive à 312 km/h, ça peut être assez intimidant. Si je continue encore une fois le traitement, puis je regarde, par exemple, quelqu'un qui saute en parachute de 13 500 pieds, qui est la hauteur du saut en parachute standard, j'ai regardé pour une entreprise montréalaise. Donc, de cette hauteur-là, bien, selon la mécanique de Newton, puis la chute libre, si on prend le modèle de base, puis on dit qu'on accélère à 9,80 mètres par seconde carré, bien, on frapperait le sol à 1026 km/h. Donc, ça commence à être intimidant. Si je laisse tomber une pièce de monnaie de cette hauteur-là, elle arriverait au sol à 1026 km/h aussi, par exemple, parce que tous les corps ont la même accélération. Donc, ça commence à être dangereux, mais ça commence à être un peu bizarre aussi, en fait. Parce que dans nos calculs, ce qu'on a dit, c'est qu'on a juste considéré la hauteur. On n'a pas considéré la forme de l'objet, sa masse, dans quel milieu l'objet tombe, etc. Puis ça fait en sorte que si je considère une goutte de pluie, bien, elle frapperait donc le sol à peu près à 1000 km/h parce que la pluie va tomber de nuages entre 1 et 6 km de haut à peu près. Donc, ça peut aller à des vitesses qui vont au-delà de 1000 km/h selon ce petit modèle-là. Puis, une Formule 1, la vitesse maximale que ça va atteindre, c'est 375 km/h. Donc, c'est comme si la pluie arrivait 3 fois plus vite que le passage d'une Formule 1 ou sensiblement. Donc, la pluie n'arrive pas si vite que ça. Je pense qu'on a tous pu observer de la pluie. Puis, donc, il y a quelque chose qui ne marche pas avec ces modèles-là. Okay? Puis, c'est peut-être ça qui peut faire partie du mythe, justement. Il y a quelque chose qu'on a oublié. Selon notre modèle, peu importe la masse, on tombe à la même vitesse. Que ce soit une boule de bowling ou une plume, ça va frapper le sol à la même vitesse. Donc, il y a quelque chose qui cloche. Puis, ce qui cloche, c'est qu'on a oublié, en fait, que quand on tombe au travers d'un fluide qui est l'air. Puis l'air, il y a une certaine masse. Puis quand je tombe dans l'air, mais je vais pousser l'air sur moi, puis l'air en retour va me repousser par en haut. Donc, il va me ralentir. Puis cette force-là qu'on a quand on tombe en chute comme ça,
Okay? Donc, on sent la force gravitationnelle comme ça par en bas. Mais il y a aussi de l'air qui va offrir une certaine résistance qu'on appelle la force de traînée ou le drag qu'on utilise en anglais. Puis cette force de traînée-là, cette résistance-là qu'on peut ressentir quand on tombe, ben, c'est la même force qu'on va ressentir quand on sort notre tête de la voiture, quand on sort notre main de la voiture, etc. Donc, en fait, on vient mettre notre main qui se déplace super vite au travers de l'air, puis l'air, c'est un fluide, donc on déplace l'air, puis il y a une certaine résistance qui va repousser notre main vers l'arrière. Puis donc, ça peut amener des déformations, justement, ici, là, dans le visage des chiens. Okay? Donc, ça, c'est tout, finalement, la résistance de l'air, qui est la même force qui s'oppose à la gravité quand on tombe. Fait que c'est pas vrai de dire toutes ces équations que j'ai montrées plus tôt pour des hautes chutes, mais cette approximation-là est de moins en moins bonne. Puis en fait, elle devient très mauvaise là, si on considère la pluie, par exemple. Donc, il faut vraiment faire attention au modèle qu'on considère quand on veut essayer de décrire des phénomènes. Puis maintenant, il faut corriger notre modèle pour tenir compte de justement cette résistance de l'air. Donc, ça, c'est ce que je vous décrivais plus tôt. Si je vais tomber d'un certain avion, OK, bien, initialement, j'ai ma force gravitationnelle qui va m'attirer comme ça vers le bas, puis je vais accélérer. Donc, là, je suis en phase d'accélération. Plus que j'accélère, plus que je vais pousser fortement l'air vers le bas, plus que la force de résistance de l'air vers le haut va être grande. Donc, ici, plus que j'accélère, plus la force de résistance de l'air va être grande, jusqu'à un certain point où est-ce que la force de résistance de l'air est égale à la force gravitationnelle. Donc, ma force gravitationnelle ici va être égale à la force de résistance de l'air. Puis à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que j'ai ma vitesse limite ou terminal velocity, c'est-à-dire que j'accélère plus. J'arrête d'accélérer. Pour une personne qui saute en parachute comme ça, la vitesse terminale, c'est à peu près 200 km/h. Fait qu'on ne va pas se rendre à 1000 km/h. Okay? À un moment donné, la résistance de l'air va être tellement forte qu'on ne va plus accélérer. Puis on va avoir une vitesse limite qui est 1000 km/h. Maintenant, on peut se demander, OK, mais pour la scène noire, c'est quoi cette vitesse limite-là? Bien, pour calculer ça, en fait, il faut savoir comment quantifier la force de traînée, qui est le drag, qui est proportionnel au carré de notre vitesse à l'aire de notre section. Bon, je vais passer rapidement sur ces détails mathématiques-là. La densité du fluide, si je tombe dans l'air, je vais être ralenti beaucoup moins rapidement que si je tombe dans l'eau qui est plus dense, par exemple. Puis, il y a un certain coefficient aussi C qui est associé à notre aérodynamisme, à notre forme, au type d'écoulement du fluide. Est-ce que c'est laminaire, est-ce que c'est turbulent? Bon, c'est un peu compliqué. Donc, cette équation est un peu compliquée. La proportionnalité de la vitesse au carré nous dit par contre que si on roule de plus en plus vite en voiture, ben, en fait, l'énergie qu'on va devoir dépenser pour battre le frottement de l'air va augmenter avec notre vitesse au carré. Donc, ça peut être un argument intéressant pour rouler moins vite. Parce que essentiellement, ben, ça coûte moins cher si on roule moins vite sur l'autoroute, par exemple. En plus d'être plus sécuritaire. Donc, c'est une petite idée comme ça. Maintenant, bon, moi, je me suis amusé. On peut prendre ces équations-là puis considérer donc différents petits objets qui tombent en chute libre puis essayer de voir, OK, ben, quelle vitesse est-ce que ces petits objets-là ils vont atteindre? Je commençais donc avec la goutte d'eau. Pour une goutte d'eau sphérique d'à peu près 1,5 mm. Donc, avec la densité de l'eau, c'est facile de trouver sa masse. Okay, c'est très léger. La vitesse limite, c'est 29 km/h. Ce n'est pas 1000 km/h comme plus tôt, c'est 29. Okay? Donc, c'est beaucoup moins rapide. Pour un grêlon d'à peu près 1 cm de diamètre, d'une masse de 4 grammes, vitesse limite, c'est à peu près 76 km/h. Pour le sous, donc, il y a une scène noire américaine de 2,5 grammes qui ressemble à la nôtre. La vitesse limite, c'est 40 km/h. Ça peut aller jusqu'à 100 km/h, dépendant de quelle façon ça tombe. Donc, à peu près cette quantité-là de vitesse, qui est beaucoup plus petite que le 312 km/h qu'on avait estimé plus tôt si on faisait abstraction de la résistance de l'air. Donc, la scène noire qui tombe va ressentir une force gravitationnelle, mais éventuellement, ben, la résistance de l'air dans l'autre sens va la compenser, puis on va atteindre une vitesse limite d'à peu près 40 à 100 km/h. Une balle de baseball, c'est à peu près 140 km/h. Un humain, c'est à peu près 200, etc. Donc, l'équation de la vitesse limite, je l'ai identifiée ici. Si vous voulez vous amuser, vous aussi,
à faire des hypothèses puis essayer de quantifier des vitesses limites comme je l'ai fait. Okay? J'ai regardé un peu des trucs dans la littérature juste pour m'assurer que tout fonctionnait bien. Ces valeurs-là sont donc approximatives. Ça dépend de beaucoup de paramètres. C'est un petit peu complexe à modéliser, mais ça donne une petite idée. Et pour finalement répondre à la question, doit-on craindre ces pièces de monnaie-là en chute vers nous quand on se balade en dessous? Donc, doit-on agir comme lui ou comme eux? Bien, la réponse, c'est essentiellement qu'on devrait agir plutôt comme eux. C'est eux qui ont raison. Donc, la pièce de monnaie n'est pas super intimidante. Elle a une faible masse. Même si elle arrive à 100 km/h, l'énergie qu'elle va amener quand elle va nous frapper va être similaire à un grêlon qui va arriver à peu près à 76 km/h. Donc, les énergies cinétiques sont du même ordre. Je ne dis pas qu'ils sont exactement pareils, mais ils sont du même ordre. Puis là, je vais vous présenter juste une petite vidéo de justement Mythbusters qui ont fait ce petit montage-là pour réaliser l'expérience eux-mêmes, puis essayer de voir si c'est dangereux. Donc, on va laisser tomber une pièce de monnaie à la vitesse limite, puis voir ce que ça fait. Donc, vous allez voir. Donc, un petit peu de douleur, OK, ça le pinçait un peu, mais pas plus que ça. Donc, le mythe, finalement, il ne faut pas craindre ce mythe-là. Par contre, une masse plus importante pourrait amener des dommages intéressants, tristes ou létaux. Si on considère la balle de baseball qui a une vitesse limite d'à peu près 140 km/h avec sa masse de 145 grammes, bien ça peut être risqué. Fait que si quelqu'un laisse tomber une balle de baseball en bas de l'Empire State Building, là, ça devient quand même assez dangereux. Il y a un joueur de baseball qui est décédé d'une balle rapide qu'il avait reçue à la tête. Les balles rapides au baseball de nos jours sont à peu près à 160 km/h. La vitesse limite, si on laisse tomber une balle de baseball, c'est 140 km/h. Donc, c'est dans le même ordre d'énergie ou de danger. Fait que je pense que, ouais, effectivement, dépendamment de l'objet, ça peut éventuellement devenir donc, inquiétant. Puis des objets plus massifs, il ne faut vraiment pas les laisser tomber de hauteur. Si vous êtes sur une montagne, il faut faire attention de ne pas envoyer des roches vers le bas, puis etc., parce que ça peut devenir rapidement assez dangereux. Par contre, pour des pièces de monnaie super légères puis qui ne vont pas gagner une très grande vitesse, bien là, ce n'est pas super dangereux. Donc, ça fait le tour de la présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez y aller. Je suis là. Merci Charles pour la présentation. On m'a fait remarquer là, que la vidéo là, de Alexandre n'avait pas été envoyée comme il faut, donc je la renvoie cette fois-ci à tout le monde pour être sûr que vous y ayez accès. Sinon, Julie, je te laisse la parole pour prendre des questions. Oui, et donc est-ce qu'il y en a qui auraient des questions pour Charles? Nous avons donc un public timide aujourd'hui. Moi, j'en avais une un peu, Charles, je ne sais pas si c'est vraiment une question, plus une confirmation de ce que j'ai compris, mais au final, on peut jeter un peu tout ce qui est léger, ça n'aura pas vraiment d'importance, mais à partir du moment où ça commence à être un peu plus lourd, là, on peut s'attendre à avoir des dommages collatéraux. Est-ce que aussi la dureté, entre guillemets, de l'objet va avoir un lien avec... comme ça, j'aurais imaginé que oui, là, mettons, une balle de baseball, c'est moins dangereux qu'un caillou, pour dire de quoi? Oui, donc ça peut être aussi intéressant. Ça dépend du profil de la force qui va être appliquée à l'impact. La densité de l'objet aussi va affecter. Fait que des objets plus denses, c'est plus dangereux. Donc, il y a différentes choses à considérer. Puis après ça, c'est de savoir et tout comment on peut estimer si quelqu'un le coup va être fatal ou non. Puis ça, c'est sûr, c'est à l'extérieur de mon domaine d'expertise. Mais ouais, comme tu dis, le profil de ce qui tombe, si on pense à la pointe d'une flèche ou une flèche plus arrondie, bien, la pointe de flèche va être plus dangereuse nécessairement. Donc, ça dépend comment est-ce que justement le dommage est distribué là, sur la surface du crâne. Okay. Donc, il y a vraiment plusieurs choses à considérer. Là, je pense qu'on considérait plus comme en termes d'un coup à la tête. C'est pour ça que la balle de baseball était comme intéressante. Est-ce que ça va nous assommer ou non, finalement? Oui. Percer le crâne ou non? Ben, dans ce cas-là, c'est sûr que non. C'est bon. Alexis, tu avais une question? Oui, ben moi, ma question, j'essaie de un peu extrapoler là, ce que tu as présenté dans la présentation, mais
de ce que je comprends, c'est que la force de traînée permet, dans le fond, la raison pour laquelle les gens ils s'étendent quand ils font un saut en parachute, c'est pour ils jouent avec la force de traînée, en fait. C'est ça qui se passe. Ouais, si tu vas mettre une surface plus grande face à l'air, tu vas mettre une plus grande force, si on veut, distribuer sur l'air, fait qu'il va y avoir plus de résistance. Fait que si tu es comme ça versus comme ça, ben là, si tu es comme ça, tu vas avoir une certaine vitesse limite qui va être plus faible que si tu te places comme ça. Fait que tu peux te déplacer un peu dans l'air. C'est-à-dire que de même, ben, tu vas atteindre une certaine vitesse limite. Si tu te penches comme ça, ben là, tu vas pouvoir accélérer un peu, ralentir, etc. Si tu ouvres ton parachute, ben là, tu ralentis encore plus parce que tu as une vitesse limite encore plus faible, etc. Fait que tu joues un peu avec le drag, justement, quand tu peux faire quand tu fais un son en parachute. Ouais. Merci. Ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question? N'hésitez pas, si jamais vous ne voulez pas mettre votre caméra pour la poser, vous pouvez toujours l'écrire dans le chat. Puis s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, je pense qu'il n'y en a pas d'autres, je vais laisser la parole à Charlie pour la présentation suivante. Et merci beaucoup, Charles, pour ta présentation qui était vraiment intéressante. Ça fait plaisir. Hello, hello. Alors, je vais partager ça. Je vous confirmerai juste que tout fonctionne. On est bon? Oui, ça fonctionne. OK, bon. Eh bien, merci tout le monde. Merci d'être là. Juste pour compléter, tu n'as pas vu ma question, Julie, mais c'est correct. Pour compléter ce que disait Charles sur les flèches, là, on voit dans les films, genre les archers qui tirent en l'air, là, qui font retomber des flèches, ça ne servait à rien. Ça n'avait pas assez d'énergie pour ça, il valait mieux tirer en ligne droite. C'était juste pour compléter cette info. OK, moi ce soir, j'ai décidé de vous parler de quelque chose que j'aime. Puis en fait, j'ai réfléchi à pas mal de mythes que j'aurais envie de démonter. Il y en avait vraiment beaucoup. Puis je me suis dit, je vais en démonter un sur quelque chose qu'au final, on utilise tous les jours, que quasi tout le monde utilise tous les jours en tout cas, et qui nous concerne à peu près tous, donc à savoir la voiture. Donc, nos petites voitures, il y a littéralement 50 mythes que je pourrais vous donner autour de ça. J'en ai choisi que 3 ce soir. Ça fera peut-être l'objet d'une autre présentation, ou j'ai peut-être de quoi vous faire 10 autres présentations d'ailleurs là-dessus. Mais ce soir, je vous en ai gardé juste 3 et j'ai choisi un thème bien particulier puisqu'on est en plein dedans, c'est l'hiver. Donc, le premier mythe, ça serait il est obligatoire de faire tourner sa voiture avant de partir en hiver. On le fait tous. Il y a beaucoup de gens qui mettent leur voiture à tourner, qui mettent le contact, qui attendent un petit peu que ça soit chaud, puis qui partent. Mais en fait, est-ce que faire ça, c'est vraiment utile? Est-ce que ça a un intérêt pour notre voiture en dehors de notre confort à nous, c'est-à-dire je suis bien dans ma voiture, il fait chaud, c'est cool. Est-ce que ça a vraiment un intérêt pour notre voiture? Avant de répondre, il faut qu'on se pose la question, OK, c'est bien, je comprends, mais ça marche comment ma voiture? C'est quoi le principe de fonctionnement? Donc un moteur, ça ressemble un petit peu à peu près à ça. Ça, c'est compliqué, hein, on ne va pas en parler, on va juste se concentrer sur ce qui est ici, qui est le cœur du moteur, un petit peu ce qui nous permet de nous déplacer. Si on fait un petit zoom ici, vous avez en fait un système comme ça qui est ultra simple. Ce système, c'est des pistons que vous voyez ici. Ici, vous avez un cylindre dans lequel vous allez venir mettre un mélange d'air et d'essence. Il faut savoir que vous avez besoin d'un comburant et d'un combustible hein, pour faire une combustion. Attention, on ne parle pas de moteur à explosion, on parle de moteur à combustion. Si vous avez des questions là-dessus, on peut y revenir après. Donc, pour déclencher ça, il me faut un comburant et un combustible. Donc, il me faut de l'air et de l'essence. Mon moteur, ce qu'il va faire naturellement, c'est venir mettre dans le cylindre de l'essence, venir mettre dans le cylindre de l'oxygène. Il va venir comprimer ce mélange-là, le faire détonner à l'aide d'une bougie et puis faire redescendre le cylindre, en fait. Et c'est ce mouvement-là perpétuel qui va entraîner mon moteur en quelque sorte. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'essence que vous mettez dans le moteur, elle est en forme de vapeur. On ne met pas de l'essence liquide dans le moteur, on met une espèce de vapeur. Et quand il fait froid, ben, cette vapeur, elle s'enflamme pas très bien. Okay, donc, la combustion ne se fait pas super bien. C'est d'ailleurs pour ça que mon moteur, il consomme plus quand il est froid. Et une fois qu'il est chaud, bah, il consomme de moins en moins. OK, donc ça, c'est le principe de fonctionnement. C'est bon? Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire chauffer notre moteur? C'est pour ça, c'est pour mettre mon essence à température, pour mettre tout mon système à température et après, je me mets à consommer moins. Mais est-ce que c'est vraiment utile de faire chauffer notre moteur? Est-ce qu'on pourrait se poser la question dans des conditions qu'on connaît, moins 40, moins 50 degrés Celsius, est-ce que par exemple mon essence pourrait geler? Ça, la réponse est non. Il faut savoir que la température de gel de l'essence, c'est moins 60 degrés Celsius ou moins 76 Fahrenheit. Donc,
Ça peut arriver dans des conditions vraiment extrêmes, mais ça sera vraiment rare que votre essence ait gel. Donc, faire chauffer mon moteur, ça ne sert absolument pas à dégeler mon essence. Ça sert à mettre les pièces du moteur à température, donc à faire chauffer mon moteur. Mais est-ce que c'est utile de juste le laisser tourner comme ça, sans rien faire, juste je mets le contact, puis je laisse tourner mon moteur? En fait, faire ça, ce n'est pas très efficace. Puis je vais vous expliquer pourquoi c'est super simple. Quand vous tournez votre contact, que vous mettez votre moteur en route, votre moteur, il assure juste sa survie. Il s'assure juste qu'il puisse fonctionner. C'est un peu comme si vous étiez allongé sur votre lit, puis vous faites strictement rien. Okay, votre corps assure, lui, naturellement, son fonctionnement. Il fait battre votre cœur, il fait fonctionner votre cerveau, etc. Si maintenant, je vous mets toujours dans votre lit, mais je vous mets dehors à moins 30 degrés, puis je vous dis réchauffez-vous. Je ne pense pas que votre décision première, ça soit de rester comme ça, puis d'attendre que votre corps il se réchauffe. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous lever, vous allez faire des mouvements, vous allez bouger, mais vous n'allez pas partir à courir tout de suite, genre taper un 100 mètres. À ce moment-là, vous risquez de vous blesser. Et bien, votre moteur, c'est à peu près la même idée. Si vous le laissez tourner au ralenti à 800 tours minute, bah, il ne va pas chauffer énormément. Par contre, vous pouvez partir, rouler tout doucement, le laisser chauffer tranquillement, comme si vous faisiez votre petit footing d'échauffement. Puis après, une fois qu'il est chaud, ben là, vous pouvez y aller. Vous pouvez attaquer votre 100 mètres, vous pouvez taper dans votre moteur. Donc, en fait, la meilleure solution pour faire chauffer votre moteur, ben, c'est simplement de partir, de rouler tout doucement. Il y a d'autres problèmes aussi qui peuvent arriver quand vous utilisez votre moteur, quand vous laissez tourner votre moteur. Il faut savoir que, je vous l'ai dit tantôt, mon essence, elle n'explose pas bien. Donc, mon moteur, il est géré par un ordinateur. Puis cet ordinateur, naturellement, il va dire, bah, mon essence, elle n'explose pas bien, c'est pas grave, je vais envoyer un petit peu plus d'essence. Donc, ça, c'est la réaction logique. Mais il faut savoir que ce petit surplus d'essence qui ne va pas brûler, l'essence, c'est assez corrosif, c'est assez agressif. Ce qui fait que vous avez de l'huile sur vos cylindres, vous avez de l'huile partout dans votre moteur. Il faut savoir, le moteur, c'est plein de pièces qui tournent, il faut s'assurer que ça soit bien lubrifié. Donc, vous avez de l'huile partout et il est possible que ça vienne abîmer, gratter l'huile qui est sur les cylindres. Et donc, ça peut endommager à long terme votre moteur. C'est sûr que si vous ne le laissez pas tourner au ralenti pendant 2 heures, ce n'est pas forcément très problématique, mais c'est des problèmes qui peuvent arriver. Donc, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Donc, en fait, il n'est pas du tout obligatoire de faire tourner longtemps votre moteur avant de partir. Vous pouvez le faire tourner 30 secondes, puis décider de partir directement, rouler simplement doucement au début, puis laissez-lui le temps de chauffer tranquillement. Donc, ça, c'était pour le premier mythe. Un deuxième, en fait, qui concerne toujours l'hiver, hein, puisque, comme je vous ai dit, c'était un petit peu le thème récurrent de cette présentation. Faire dormir sa voiture au garage, c'est quelque chose de bénéfique. C'est sûr qu'on a tous vécu ça le matin, il faut se lever à 7 heures, simplement pour déneiger sa voiture, pelleter, pouvoir partir, la faire chauffer comme on vient de discuter, etc. Donc, je comprends, on est tous tentés d'avoir on a tous une seule idée en tête, c'est que cette voiture, elle puisse dormir au chaud. Donc, au garage, c'est sûr que dans la maison, on n'y est peut-être pas encore, mais que la voiture, elle dorme au garage. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est une bonne chose que cette voiture, elle dorme au garage? Il faut se rendre compte d'une chose, c'est votre voiture, elle vient de l'extérieur. Votre voiture, elle a roulé dans la neige, dans la boue, il y a de l'eau partout sur la carrosserie, etc. Vous rentrez dans votre garage qui est chauffé, mettons 20-25 degrés à peu près comme votre maison. Cette neige, elle va se transformer en eau et cette eau, elle va s'évaporer, elle va se transformer en buée. C'est un problème que beaucoup connaissent, notamment avec les lunettes. Ceux qui portent des lunettes, ils savent de quoi je parle au niveau de la buée. Donc, cette buée, c'est sûr qu'elle va se déposer sous votre voiture. Ça, c'est pas gênant, elle a l'habitude. Il y a des traitements qui la protègent. Ça va se déposer sur votre carrosserie. C'est pas pire, elle prend la pluie, ma carrosserie, c'est pas gênant. Mais le problème, c'est que cette buée, elle va aussi se déposer sur votre bloc moteur. Puis votre bloc moteur, la plupart du temps, on ne le traite pas parce que lui, il n'est pas au contact de l'eau directement, il n'est pas au contact de plein d'éléments qui sont susceptibles de le mouiller. Puis, si vous avez tous eu genre des vieux outils, des vieilles brouettes, des vieilles choses comme ça, vous savez tous ce que ça fait de l'eau sur de l'acier, ça crée de la rouille. Cette rouille, elle est capable de se mettre à peu près partout dans votre moteur et en fait, des pièces rouillées dans un moteur, c'est des pièces qu'il faut changer. Donc oui, vous allez peut-être gagner 5 minutes, 10 minutes les matins où il a neigé fort, mais vous allez peut-être devoir passer au garage et lâcher 2000 piastres de réparation juste parce que vos pièces, elles ont rouillé à cause de ça. Donc, faire dormir sa voiture dans un garage, ça peut être bénéfique. La consigne, 5 degrés maximum, 5 degrés Celsius maximum dans le garage et surtout une bonne aération pour évacuer la buée qui va se former à ce moment-là. À ce moment-là, pas de problème, vous n'avez pas de risque.
Si vous dépassez cette température-là, vous avez un risque. Il y a des gens qui vous diront, moi, ça fait 40 ans, ma voiture, elle dort au garage, j'ai jamais eu de problème. Ça peut arriver. C'est peut-être un coup de chance, elle a peut-être été traitée, il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en jeu, mais à partir du moment où vous faites ce choix, vous avez un risque. Donc, température, 5 degrés, on n'est pas mal et c'est bien correct comme ça. Troisième mythe que j'ai choisi, un petit peu plus rapide, l'huile se change aux 5000 km. Il faut savoir que ce mythe, en fait, ce n'était pas un mythe il y a quelques années, il y a 20 ans maintenant. Aujourd'hui, ça l'est. L'idée vient du fait que le Québec, c'est beaucoup de différences de température importantes entre l'hiver et l'été. Donc, ça sollicite beaucoup mon moteur, etc. Il faut savoir que l'huile, dans un moteur, elle a 3 jobs. D'abord, elle lubrifie les pièces. J'en ai parlé tantôt. J'ai plein de pièces qui tournent. C'est sûr que si vous avez des pièces qui frottent ou qui tournent, hein, si je mets rien, ça devient rêche. Si jamais je mets du lubrifiant, ça glisse tout seul. L'huile a aussi comme job de refroidir certaines pièces du moteur et elle a aussi comme job de s'assurer de nettoyer les pièces parce que mes pièces, elles peuvent s'abîmer au fil du temps. Il peut y avoir des petits copeaux métalliques qui comme s'érodent, qui se détachent de mes pièces métalliques. Donc, mon huile, elle sert un petit peu à tenir mon moteur à propre. Donc, c'est sûr qu'il faut la changer régulièrement, cette huile. Il y a des gens qui vous diront, moi, je ne la change pas aux 6 mois, je ne la change pas à l'année, je la change tous les 5 ans. C'est quand même une erreur. C'est quand même prendre un risque qu'il y ait des pièces qui se détériorent et que votre moteur se détériore beaucoup plus vite qu'il ne devrait. Donc, allongez pas éternellement le passage au garage parce que vous allez peut-être économiser 100 $ sur le moment, mais vous allez peut-être en perdre 2000 après plus tard. Aujourd'hui, sur les voitures modernes, il n'y a plus besoin de changer l'huile aux 5000 km. Ça dépend un petit peu des constructeurs. Ça va aller de 8000 pour les plus petits kilométrages. On est plus rendu aujourd'hui, la majorité du temps, à 10 000, 15 000 km avec un plein d'huile en quelque sorte. Et il y a certains modèles beaucoup plus performants qui, eux, peuvent faire 25 000 km avant de changer l'huile. Dans tous les cas, si vous avez un doute, vous vous référez simplement au carnet d'entretien de votre voiture. C'est marqué, il faut changer l'huile tous les temps de temps. Respectez ça, vous n'aurez jamais aucun problème, en tout cas avec l'huile. Voilà, donc ça fait un peu le tour des petits mythes que je voulais vous parler. Comme j'ai dit, j'en ai vraiment full d'autres. Puis j'en ai choisi 3 petits bonus, pas sur la mécanique automobile en elle-même, mais en faisant les recherches, j'ai pas mal rigolé en les trouvant. Donc je me suis dit, je vais vous en parler sur l'assurance automobile. Donc, d'après vous, est-ce que ça coûte plus cher d'assurer une voiture rouge? Ça, c'est une question qui revient souvent. Et en fait, il faut se rendre compte que la couleur rouge, en fait, la couleur, on s'en fout quand on calcule la prime d'assurance. Ça vient un petit peu d'une vision que les gens ont de dire la voiture, elle est rouge, c'est qu'elle est sportive. Là, le rouge, c'est associé à Ferrari, c'est associé à pas mal de marques plutôt sportives. Mais au final, à aucun moment, ça rentre en jeu dans le calcul de votre prime. Votre voiture soit rouge, blanche, grise, on s'en fiche, ça n'a vraiment pas d'importance. Deuxième petit mythe sur l'assurance, c'est que les hommes payent plus cher que les femmes. Et ça, en fait, c'est vrai. Il faut savoir que votre prime d'assurance, elle est calculée tout simplement en fonction de la moyenne des accidents qui ont eu lieu et aussi de la gravité de ces accidents. Donc, il faut savoir que les hommes ont statistiquement plus de probabilité d'avoir un accident grave que les femmes. Donc, les hommes payent plus que les femmes. C'est aussi simple que ça. Et le petit dernier, ça, c'est plus une méconnaissance que vraiment un mythe. Si vous vous dites, j'ai un animal qui traverse, je l'évite, je me plante, est-ce que je suis couvert? Oui, vous pouvez être couvert. Alors, c'est sûr qu'il va falloir prouver que vous avez évité l'animal, mais en fait, votre assureur va peut-être vous remercier parce que souvent, les dégâts sur la voiture vont être bien moins graves parce que vous êtes sorti et vous vous êtes pris un arbre que si vous vous étiez pris un chevreuil de pleine face, etc. Donc, vous pouvez être couvert. C'est sûr qu'il faudrait qu'il y ait des témoins ou que vous ayez une preuve que vous avez évité l'animal, que vous n'êtes pas juste sorti dans le champ tout seul. Mais c'est ça l'idée. Vous pouvez être couvert. Ne croyez pas que vous ne serez jamais couvert si vous évitez un animal. Voilà, ça fait le tour des petits mythes que j'avais à vous démonter ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Charlie pour la présentation vraiment claire et concise. C'était ultra clair. Donc, je te remercie pour ça. On a peut-être une question, Julie? Là, j'en vois plein. Ouais. Oui, on a une question de Célia. Oui, vas-y. Oui, allô? Oui. Ma question, ça concerne le premier mythe que tu as parlé. J'avais une vieille voiture à carburateur il y a quelques années, tu sais.
Puis tu sais, ma voiture, moi, quand je la démarrais l'hiver, là, quand elle commençait à tourner, là, elle tournait à comme 4000 ou 5000 tours minute, tu sais, 4000 tours minute, tu sais, mettons la première minute, tu sais, puis là, tranquillement, tu sais, je la laissais pas vraiment chauffer, mais tu sais, ça m'arrivait de la partir, puis là, le temps de la déneiger, tout ça. Puis là, plus le temps passait, plus la rotation minute diminuait. Puis c'est un peu la même chose avec ma voiture qui est un peu plus récente, mais quand même, c'est une 2006 en ce moment. L'hiver, elle va partir à peut-être 2500-3000 tours. Puis quand je commence à rouler sur l'idle, elle va revenir à 1200, tout ça. Ouais. Est-ce que ça, c'est des programmations qui sont faites pour que la voiture se réchauffe plus rapidement? Ça dépend des modèles. Les carburateurs, j'en ai pas parlé. Là, j'ai parlé vraiment d'injection directe parce que c'est un petit peu plus complexe. Le carburateur, c'est un système vraiment différent pour injecter l'essence, etc. Donc, j'en ai pas parlé. Ça dépend ça dépend vraiment de ta programmation. Il y a la plupart des modèles font juste injecter un peu plus d'essence. C'est ce qui est classique, mais ça peut arriver que ça compense juste en montant dans les tours. Ça dépend après de l'âge du moteur, etc. Il y a vraiment beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. J'ai vraiment simplifié là, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui rentrent en jeu dans qu'est-ce que fait la voiture quand je démarre. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Si jamais je vois Johan qui a levé sa main, je t'en prie, Johan, vas-y. Oui, salut Charlie. Merci pour la présentation, c'était super clair. Puis connaissant mon niveau de connaissance en mécanique, c'était d'autant plus clair. J'avais une question au tout début de la présentation, tu as dit que tu parlais du moteur à combustion, ouais, pas du moteur à explosion. Puis, je sais pas, là, mon garagiste, c'est pas mon meilleur ami, mais il m'a jamais dit qu'il y avait ces deux types. C'est quoi, puis est-ce que ça change quelque chose à tout ce que tu as expliqué? Il n'y a pas de différence, c'est juste au niveau chimique, c'est une combustion qui se produit dans le moteur et pas une explosion. C'est juste ça, c'est le carburant s'enflamme. Il y a pas, pour qu'il y ait une explosion, il faut qu'il y ait une énergie qui soit produite quelque part. On fait juste enflammer le mélange d'air et d'essence. C'est juste technique. Comme terme, puis ça ne change rien à tout ce que tu as expliqué. Non, ça ne change rien du tout. Bon, super. Merci. Marjorie, je vois que tu as une question, vas-y. Mais je suis juste curieuse, parce que le premier mythe de partir l'auto avant pendant un bout de temps, je l'ai tellement entendu souvent là, de tellement de personnes, mais est-ce que tu sais pourquoi que les gens nous suggèrent ça justement? Là? Parce que, on parlait des carburateurs tantôt, là, qui sont un peu différents. Eux, ils avaient besoin de chauffer un moment avant de partir. Mais les carburateurs, ça fait 30 ans qu'on n'en met plus dans les voitures. Bon, peut-être pas 30 ans, 20 ans qu'on n'en met plus dans les voitures. Aujourd'hui, avec l'injection directe, le système que j'ai présenté, là, les petits trucs qui s'ouvrent et qui se ferment, là, il n'y a pas besoin de faire chauffer. Pour moi, c'est un peu comme l'huile aux 5000 km, en fait. C'est quelque chose que nos parents ont vécu, mais qui sont plus utiles aujourd'hui, qui ne servent plus à rien. Donc, je pense que ça vient de là, en fait, le mythe. Parfait. Merci beaucoup. Peut-être une petite dernière question pour Charlie. Célia, je pense que c'était une vieille main. Non, c'était une nouvelle main. Très bien, je t'en prie d'abord. Vas-y. Pour le mythe à propos du changement d'huile, j'ai pensé à autre chose. J'ai aussi entendu dire que avec le temps, l'huile avait tendance à se séparer ou en tout cas, sa texture se modifiait avec le temps. Donc, j'avais entendu dire que il y avait le fait de le changer après un certain nombre de kilomètres, mais aussi après un certain nombre de temps, même si tu n'as pas atteint ce kilomètre-là, genre changer ton huile une fois par année. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel... En fait, ton huile, il faut se dire, elle tourne dans un environnement où il y a des pièces en métal et tout, donc elle se contamine au fur et à mesure. Et ton huile, plus elle vieillit, plus elle perd en viscosité. En gros, sa viscosité, c'est est-ce qu'elle est liquide ou pas. Donc, c'est sûr que moins elle est liquide, moins elle se rend partout, donc moins elle fait son pouvoir lubrifiant, donc moins elle est utile. Donc, c'est pour ça qu'on la change régulièrement et pendant longtemps, on l'a changé aussi hiver-été parce qu'avec la température, cette viscosité-là change aussi. Donc, on mettait plutôt des huiles d'été et plutôt des huiles d'hiver. C'est pour ça aussi que ça venait de là, le 5000 km, c'était à peu près 10 000 km coupés en deux, donc c'était à peu près à chaque saison, on changeait. Aujourd'hui, les huiles sont de plus en plus performantes, les huiles qu'on est capable de faire, puis les moteurs sont de plus en plus performants et sont tellement précis qu'ils contaminent de moins en moins l'huile. C'est pour ça qu'on est aussi capable d'allonger les durées. L'huile a beaucoup changé. Pareil, en 20-30 ans, on est passé quand même sur des produits beaucoup plus performants.
OK. Donc, tu ne recommanderais pas nécessairement de changer l'huile toutes les années? Ce que je recommande, c'est de suivre ce que le constructeur recommande. C'est sûr, tu me dis une 2006. Moi, si j'ai une 2009 puis je la change au 5000, c'est après 2010, on peut commencer à peut-être allonger, mais il faut toujours regarder. Le constructeur, s'il préconise quelque chose, c'est pour une bonne raison. Parfait. Pour assurer le bon fonctionnement de ton moteur. Donc, il y a juste ça à respecter. Excellent, merci. Eh ben. Est-ce qu'il y aurait une question de dernière minute par hasard? Bon, j'en vois pas. Si jamais je rate des questions, ce qui est aussi possible, vous pouvez toujours écrire dans le chat. Ah si, il y a Vincent qui vous pose une question. Vas-y, Vincent. Oui, en fait, moi, je vais aller vers l'huile à transmission. On m'a déjà dit que c'était un petit peu la même chose. Comme, mettons, l'huile à transmission, en fait, si elle n'avait jamais été changée, puis que là, le véhicule était rendu à 150 ou 200 000 km, qu'on ne devait pas la changer parce que, en gros, c'est quelque chose comme elle a vieilli avec le char, puis si tu la changes, tu vas avoir des troubles. Est-ce que c'est vrai? Oui, parce que l'huile à transmission, c'est totalement différent en fait de l'huile que tu mets dans ton moteur. L'huile à transmission, il faut dire la transmission, elle utilise cette huile, c'est un fluide qu'elle utilise pour son fonctionnement. Le moteur, c'est juste pour le lubrifier que c'est utilisé. C'est un peu compliqué, là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails de la transmission, mais en gros, c'est comme si tu avais un vérin, c'est un système un peu de vérin, là, tu as ton huile qui passe son temps à être écrasée, donc ça a moins d'impact si elle vieillit beaucoup que sur ton moteur qui, sur lui, si c'est pas lubrifié, c'est la catastrophe. Vous pouvez chercher des vidéos sur YouTube de moteurs sans huile, 50 km de durée de vie à peu près. Après, ça meurt, hein, ça explose littéralement. Super, ben merci beaucoup Charlie. Merci. Moi j'ai retenu qu'il ne fallait pas que j'allume ma voiture, il ne fallait pas que je la fasse tourner avant et qu'il faut que je mette une caméra sur mon tableau de bord au cas où je rentre dans un animal ou que j'essaie tu peux la faire tourner, mais 30 secondes ça suffit, pas besoin de... Ok, c'est bon, le temps de la déneiger d'abord. Voilà. Super, merci beaucoup Charlie pour ta présentation. Et puis je pense qu'on va laisser la parole à Alexis, peut-être si tu veux présenter Liane pour sa Oui, bien, Charlie, vous avez compris, là, est aussi vice-président de Bistro Brain, mais Liane, c'est aussi notre trésorière. Et c'est notre deuxième infirmière de la soirée. Aujourd'hui, elle va nous parler de carottes et de vision, donc je laisse la parole. Merci, Alexis. Merci à tout le monde d'être avec nous ce soir. Ça fait un plaisir de vous accueillir au 6 à 8, excusez. Je vais commencer ma présentation avec une petite question pour vous. Attendez, je vous envoie ça. Vous êtes invités à répondre. Vraiment, c'est un poll, puis tout est anonyme. Donc, n'hésitez pas à répondre à ce que vous voulez. OK. Donc, je ne sais pas si vous voyez les résultats, mais à date, on a une tendance vers un non, mais c'est ça que je vais vous présenter à l'instant. Oh. Voici les résultats finaux. Et maintenant, pour la présentation. OK, parfait. Donc, bonjour tout le monde, ça va me faire plaisir aujourd'hui de vous présenter, comme vous avez pu voir dans ma question, est-ce que les carottes améliorent la vision? Mythe ou réalité? Je m'appelle Liane Audet, je suis étudiante au doctorat à l'Université McGill et aussi infirmière clinicienne, mais aujourd'hui, je vais vous parler de carottes. OK. Donc, vous avez sûrement déjà entendu un oncle, une tante, un membre de votre famille vous dire « Mange tes carottes, cela améliore la vue ». Vous avez peut-être déjà entendu aussi quelque chose du genre « Les carottes permettent de voir dans le noir ». Sans oublier le fameux « On n'a jamais vu un lapin porter des lunettes ». Si on prend les carottes d'une manière générale, saviez-vous que les carottes font partie du top 10 des légumes les plus consommés par les populations à l'échelle internationale? En 2010, il y avait 33,7 millions de tonnes de carottes qui ont été produites à travers le monde. Aussi, au cours des dernières années, il y a eu une augmentation de 115 % des ventes de carottes aux États-Unis.
Et enfin, en 2007, il y avait 1972 fermes agricoles qui cultivaient des carottes aux États-Unis. Donc, ceci étant dit, maintenant qu'on a fait vraiment un portrait global de l'empire des carottes, retournons au mythe. Donc, le mythe, est-ce que les carottes améliorent la vision? Il y a des données empiriques qui ont été cherchées par des auteurs afin de trouver les sources de ce mythe-là. Donc, si on retourne aux sources, les dernières données suggèrent vraiment que le mythe des carottes date de la Deuxième Guerre mondiale au Royaume-Uni. Plus spécifiquement, il y aurait deux grands facteurs qui pourraient expliquer le mythe des carottes, dont, premièrement, les techniques de guerre du gouvernement britannique et, deuxièmement, les conditions de vie des citoyens en Angleterre lors de la Deuxième Guerre mondiale. Je commence avec le premier grand facteur qui est les techniques de guerre du gouvernement britannique. Donc, on retourne une couple d'années plus tôt, lors de la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis. Le gouvernement britannique utilisait des blackouts à travers les villes pour disséminer les avions allemands et éviter les bombes aériennes. De pair, en secret, il y avait le Royal Air Force qui développait un nouveau radar afin d'intercepter les avions allemands. Tout ça mis ensemble, et surtout avec l'utilisation du radar, ça a amené le gouvernement britannique à avoir des victoires et à avoir justement du succès dans la guerre. Toutefois, afin de garder le secret du radar et donner une explication aux citoyens quant aux victoires et au succès de l'armée, le ministère britannique s'est tourné vers un allié inattendu, les carottes. Donc, ceci étant dit, le gouvernement il se lance vraiment dans une campagne de promotion des carottes et cela fonctionne. Donc, le gouvernement, qu'est-ce qu'il disait aux citoyens? C'était que les soldats, ils mangeaient des carottes. Ça leur permettait de voir dans le noir, aussi de combattre les avions allemands et justement de gagner la guerre. Le deuxième grand facteur qui a aussi contribué à l'apparition du mythe, on est encore au Royaume-Uni et on est encore durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est les conditions de vie des citoyens. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a vraiment eu un arrêt des imports et des exports d'aliments entre le Royaume-Uni et l'Allemagne. Ça a amené notamment un manque de ressources et de provisions au Royaume-Uni, comme par exemple le sucre, le bacon, le beurre. Le rationnement, ça entraîne le besoin de rationner le sucre chez les habitants. Si je peux vous donner un petit aperçu, là, chaque adulte avait droit en moyenne à un peu moins d'une tasse de sucre pour une semaine. Ceci étant dit, le gouvernement se tourne vers des avenues prometteuses, dont la promotion du jardinage et la consommation de fruits et légumes. D'un côté, les habitants pouvaient avoir leur propre jardin à la maison, et d'un autre côté, les fruits et légumes n'ont jamais fait partie du rationnement entre le Royaume-Uni et l'Allemagne. C'est pourquoi le gouvernement s'est vraiment lancé dans une campagne de promotion de consommation des fruits et des légumes, comme la campagne Dr. Carotte et la campagne Potato Peter. Le but de ces campagnes-là, c'était vraiment d'augmenter la consommation des fruits et des légumes et avoir le propre jardin à la maison. Okay. Donc, ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, le mythe il a persisté. À travers le bouche à oreille et aussi à travers les différentes populations à l'international, le mythe était utilisé. D'un côté, on se rappelle toute la stigmatisation auprès des enfants. Ici, ce qu'on voulait, c'était vraiment la promotion de la consommation des fruits et des légumes. Donc, à travers les années, le mythe a persisté, ce qui l'a amené à être encore d'actualité aujourd'hui au 21e siècle. Ici, on peut voir des photos, vraiment, ça date de la Deuxième Guerre mondiale, où est-ce qu'il y avait la promotion des carrots on a stick. Et sans oublier, au cours des récentes décennies, le fameux Bugs Bunny. Avec la popularité du mythe auprès des différentes populations, mais il y a vraiment des équipes de recherche qui sont concentrées. Est-ce que les carottes améliorent vraiment la vision? Des équipes de recherche ont fait plusieurs études au cours des dernières décennies afin vraiment d'élucider le mystère et trouver des réponses. Après avoir réalisé différentes recherches, on a obtenu un consensus qui dit que non, les carottes, ça n'améliore pas la vision et ça ne permet pas de voir dans le noir. Mais là, malgré qu'on ait notre réponse, qu'on ait nos consensus, le mythe a quand même persisté à travers les bouches-oreilles des différents foyers, des différentes familles. Pourquoi? Tout est une question d'interprétation des résultats de recherche. Qu'est-ce qui a été découvert? D'un côté, les carottes, ça n'améliore pas la vision, mais d'un autre côté, les carottes, ça contribue au maintien de la santé oculaire. D'où ici, je reviens avec ma mention. Vraiment, ici, on parle d'une interprétation des résultats. Le contribue au maintien de la santé oculaire, ce n'est pas la même chose que l'amélioration de la vision. Il y a une certaine nuance ici entre les deux affirmations. Pour expliquer pourquoi les carottes contribuent au maintien de la santé oculaire, les chercheurs ont trouvé différentes explications. Je vous en présente une. Donc, tout d'abord, les carottes et les autres fruits et légumes
ça contient du bêta-carotène. Le bêta-carotène, c'est ça qui donne la pigmentation des fruits et des légumes. Donc ici, c'est vraiment la couleur et c'est aussi un antioxydant. Le bêta-carotène, c'est aussi un précurseur de la vitamine A. Donc, ça promouvoit le développement de vitamine A dans l'organisme. La vitamine A, elle a un rôle dans la chaîne de réaction chimique du bon fonctionnement de la rétine. Donc, qui dit bon fonctionnement de la rétine dit promotion de la santé oculaire, donc la santé de notre œil. Qui dit santé oculaire dit prévention de la dégénération maculaire, donc dégradation de l'œil. Qui dit prévention de la dégénération maculaire dit prévention de l'apparition de problèmes oculaires, comme par exemple les cataractes. Ceci étant dit, maintenant qu'on a élucidé notre mystère des carottes, les chercheurs ne sont pas seulement arrêtés là. Comme vous avez sûrement pu entendre dans les médias ou même dans vos classes ou dans le passé, bien, il y a beaucoup d'études qui sont faites sur les bienfaits des fruits et légumes, autant pour les yeux, autant pour la santé oculaire, mais autant pour l'organisme en général. Comme on peut le voir ici, on a une parcelle des écrits qui a été faite justement sur les bienfaits des fruits et des légumes. Donc, on peut voir vraiment au cours des années, il y a beaucoup d'études qui sont concentrées sur ces aliments. Les grandes conclusions jusqu'à maintenant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'écrits scientifiques existants sur les fruits et légumes. C'est sûrement pas une surprise à personne, mais c'est vraiment une des grandes conclusions de la littérature. Et de par le même fait, on se rend compte que c'est un domaine de recherche qui est très large. Autant que certaines équipes de recherche peuvent se concentrer sur la chimie, donc toutes les réactions chimiques entre des fruits et légumes dans notre organisme. Il y a d'autres équipes de recherche, eux autres, ils peuvent se concentrer sur la nutrition, donc les bienfaits nutritionnels de la consommation des fruits et des légumes. Et enfin, il y a aussi d'autres équipes de recherche qui peuvent aussi se concentrer sur les bienfaits pour la santé et la prévention de certaines maladies. On peut penser par exemple au diabète ou aux maladies cardiovasculaires. Donc, si le premier grand constat qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un amas très large de littérature existante sur les bienfaits des fruits et des légumes. Ça a amené d'autres équipes de recherche à développer des revues systématiques et des méta-analyses. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est d'un côté, on a beaucoup de littérature. D'un autre côté, qu'est-ce qu'on veut? C'est observer sous la loupe un certain amas de cette littérature-là pour justement la synthétiser et émettre des conclusions. Les grandes conclusions des synthèses des écrits actuels, bien, premièrement, on se rend compte qu'il y a une absence de consensus de la littérature existante. Il y a certains auteurs qui vont dire, oui, il y a vraiment des bienfaits spécifiques des fruits et des légumes sur certaines maladies ou sur certains indicateurs cliniques. Mais d'un autre côté, on va avoir d'autres auteurs qui vont dire, non, moi, je n'en ai pas trouvé d'effets significatifs sur certains résultats ciblés. Donc, ici, on a affaire à des conclusions qui sont mitigées, des oui et des non. Il y a d'autres auteurs aussi qui sont concentrés sur la fiabilité et la validité des données empiriques existantes. Donc, les auteurs, vraiment, qu'est-ce qu'ils ont observé? C'est le processus de recherche. Comment l'étude a été faite, les différentes étapes. Qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte? C'est qu'il y a des risques de biais élevés, ce qui a un impact sur la qualité des écrits existants. Donc, ici, étant donné que le processus qui était louche et il semblait moyennement bien expliqué, mais c'est sûr qu'au bout du compte, ça a un impact sur les résultats qu'on voit, qu'on peut lire dans les écrits. Est-ce que les résultats, on peut vraiment s'y fier? Et enfin, il y a aussi différents auteurs qui, eux autres, qu'est-ce qu'ils ont suggéré? C'est qu'il y a plusieurs variables et caractéristiques importantes à prendre en compte quand on fait des études sur les fruits et légumes. On peut penser, par exemple, à des caractéristiques reliées aux individus. Moi, vous, tout le monde qui sont ici, on a des âges différents. On n'a pas les mêmes comorbidités, on n'a pas les mêmes conditions cliniques, on n'a pas le même système digestif, donc chaque individu est différent. Aussi, on peut penser à différentes caractéristiques en lien avec les populations, la géographie, l'environnement. Donc, la population nord-américaine et la population en Afrique ont des caractéristiques différentes. On peut aussi penser à d'autres caractéristiques en lien avec les légumes. La manière de produire les carottes et les légumes au Québec ou en Amérique du Nord n'est pas la même que la production de carottes en Inde. Donc, ça, c'est toutes des caractéristiques qui diffèrent entre les différents pays. Et enfin, toutes les caractéristiques sont vraiment liées au niveau chimique. Donc, les différentes chaînes de réactions chimiques qui rentrent en jeu, qui sont très complexes et très difficiles à contrôler. Tout ça, ça amène plusieurs variables confondantes qui amènent les conclusions des écrits à être mitigées. Donc, ceci étant dit, je pense que les grandes lignes à retenir de la présentation, c'est d'un côté, ben oui, les carottes, c'est des aliments sains et bons pour l'organisme. Les carottes et les autres fruits et légumes, ben, ça joue un rôle dans le bon fonctionnement de l'œil, dans la promotion de la santé oculaire. Donc, ça contribue vraiment à la santé oculaire sans toutefois l'améliorer la vision. Aussi, d'autre part, ça promouvoit la santé et la prévention du développement de certaines maladies. Toutefois,
lorsqu'on interprète des résultats de recherche, il faut éviter les conclusions hâtives et aussi éviter les liens de causalité douteux. Ceci étant dit, ça m'a fait plaisir de vous présenter ma présentation aujourd'hui. Au plaisir d'être complice de vos prochaines aventures de carottes. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Oups. Merci, Liane. Merci beaucoup, Liane. Pas entendu, mais moi, j'ai pas mal ri pendant ta présentation. Ouais, c'était vraiment une belle présentation. L'Empire des carottes. J'aurais jamais pensé que ça allait prévenir Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que quelqu'un a des questions pour Liane? J'en vois pas comme ça. Si, Johan, vas-y. Oui, salut Liane. Merci pour la présentation. Effectivement, c'était super intéressant puis vraiment clair. Est-ce que tu as regardé aussi le mythe de la carotte rond aimable ou donne la peau douce à tout hasard? Quel mythe, excuse-moi, ça avait bugué un peu. Le mythe de la carotte, faire manger des carottes rond aimable ou donne la peau douce, les fesses ou les fesses roses ou des choses comme ça, là? Je les avais vus passer, mais je me suis pas concentrée davantage là-dessus. OK. Bon, c'était juste par curiosité. Mais ça a l'air d'être un aliment fantastique, la carotte. Mais j'ai un feeling que les conclusions peuvent peut-être être similaires au mythe de la vision. J'ai un bon feeling sur ça aussi. Bon feeling. C'est bon, merci. Est-ce qu'on avait d'autres questions? J'en vois pas comme ça. Sinon, j'imagine que la suite des études, là, Liane, ça va être un peu comme Bugs Bunny là, qui rencontre le chasseur et qui demande quoi de neuf, docteur. Exact. C'est ça, les docteurs en recherche. Bon, c'était ma petite blague de la soirée. Merci pour votre attention. Au final, j'avais une question, Liane. Est-ce que Bugs Bunny s'est relié à tout ça au final? Est-ce que ça a été un personnage créé pour promouvoir la carotte? Moi, ce que je voyais, c'est Bugs Bunny, c'était pas vraiment relié spécifiquement au mythe de la carotte, mais oui, ça c'était en lien avec tout ce qui tournait autour de la promotion des fruits et des légumes pour les enfants. Donc oui, c'est un lien, mais comme c'est un lien, pas un lien, là, pas spécifiquement avec le mythe, mais oui, avec le bouche-oreille, la stigmatisation des fruits et légumes chez les enfants. Ok, super, merci beaucoup. Bon, je vais laisser la parole à Alexis, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions. Super, merci. Je vous rassure, il n'y aura pas d'autres blagues de carottes pour la soirée. Comme vous avez pu comprendre, c'est notre quatrième et dernière présentation, avec une belle présentation animée par Liane. Je veux aussi remercier Johan pour sa participation. Johan, c'est un ancien administrateur de Bistro Brain, donc on remercie beaucoup de continuer à rôder autour. Sinon, j'aimerais aussi vous remercier, vous, le public, et tous nos présentateurs et présentatrices qui ont pu faire de cette soirée une réussite. Sinon, on vous invite à partager nos événements. Puis, si vous voulez savoir quand et sur quoi ils vont porter, on vous recommande dessus notre page Facebook. Mais on est aussi sur Instagram, Twitter et plusieurs réseaux sociaux. Il faut aussi nous rejoindre à l'adresse bistrobrain@gmail.com si vous voulez être abonné à l'infolette ou encore présenter vous-même une prochaine présentation, prochaine soirée Bistro Brain. Et comme vous avez pu voir dans le diaporama d'Internet, on a un podcast désormais. Donc, sur les grandes plateformes, ça s'intitule La tête à Papineau, des épisodes de 25 à 30 minutes avec chroniques, actualités et entrevues avec des étudiants-chercheurs. Donc, là-dessus, je souhaite une excellente fin de soirée. J'inviterai Alexis, j'aurais juste un petit truc. Si jamais vous avez des commentaires aussi, comme c'est notre première ce soir, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Si vous avez des points positifs, négatifs, dites-le nous. Exactement. Donc, pour ce qui est de notre comité, je vous invite à rester. On va pouvoir discuter un peu, puis peut-être d'autres qui voudraient nous faire des commentaires. Je sais attendre que tous soient partis. Puis, sinon, je vous souhaite une excellente soirée.